Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Solutions Autonomie et l'avant-dernier de la saison déjà. Comme vous le savez évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, on revient à la base, tout simplement. On va parler de panneaux solaires, de cellules solaires, comment ça marche, comment c'est fabriqué. Et avec moi aujourd'hui pour nous expliquer tout ça, Samy Benhamza. Salut Samy. Salut, de rien. Samy est fondateur et président de Cap Solar, concepteur et fabricant de panneaux solaires sur mesure. Est-ce que c'est bien ça ? C'est bien ça. Excellent. Avant de répondre à toutes les questions que vous vous êtes posées sur les panneaux solaires, je vais laisser Samy te parler un peu de toi, Ouais. d'où tu viens et qui est Cap Solar. Parfait, ça marche. À la base, déjà, merci tout le monde de nous regarder. Moi, je suis Samy, je suis le CEO et fondateur de Cap Solar. Cap Solar, en fait, L'Oréal l'a très bien expliqué. Donc, on est un concepteur et fabricant de panneaux solaires sur mesure, spécifiquement aujourd'hui pour tout ce qui est transport et logistique. Donc, on travaille vraiment dans des applications de véhicules et des applications mobiles. À la base, moi, je suis ingénieur mécanique. Donc, j'ai gradué il y a environ 4 ans à l'Université de Concordia. Donc, ici à Montréal. Ici à Montréal, l'Université de Concordia. Mon projet de fin d'études, en fait, c'était le premier prototype de Cap Solar. Okay. J'ai conçu un système de panneaux solaires pour un petit véhicule, genre voiturette de golf. Et dès que j'ai gradué, dès que j'ai fini mon projet, j'ai décidé de lancer l'entreprise. Donc, c'était en quelle année, ça ? Ça, c'était en 2020, fin 2020. Ok, en plein COVID. Ok, ouais. Exact. Le meilleur moment. Vraiment le pire moment possible. Ok, donc là, tu sors de l'université. Je sors d'université, j'ai mon projet, je vais le mettre sur une voiturette de golf. Ça fonctionne plus ou moins. Je me dis, OK, il y a une entreprise à faire avec ça. Donc, je lance Cap Solar en juin 2020. Et 3 ans plus tard, j'ai décidé de faire une petite usine de panneaux solaires pour vraiment nous permettre d'avoir la flexibilité puis l'indépendance de fournisseurs plus standards dans le monde. Ok. Donc là, tu parles d'usine. L'usine, en fait, est en bas. On est dans les locaux de Cap Solar. D'ailleurs, merci pour l'invitation à Montréal, évidemment. Donc, Cap Solar, aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure, vous êtes une dizaine, c'est ça ? Exactement. Okay. Ouais. Comment ça fonctionne ? C'est quoi vos types de clients ? Ce que je disais, c'est du panneau sur mesure. Donc, à la différence de panneaux standards que vous pourrez retrouver sur vos maisons, c'est quoi la différence, justement ? La différence, en fait, c'est que les panneaux qu'on fabrique sont en général des panneaux flexibles. Tous des panneaux flexibles. Comme on voit ici, comme on peut voir ici, si vous voulez voir, c'est un panneau qu'on peut courber à un certain niveau. Pourquoi flexible ? Parce que dans la plupart des applications sur lesquelles on travaille, on va venir épouser les courbes des véhicules, par exemple. Et pourquoi le sur-mesure et qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est qu'on va avoir des panneaux, comme vous voyez ici, en fait, c'est un panneau de 2 cellules par 4 avec un endroit où il n'y a pas de cellules. Et pourquoi ça ? C'est parce qu'on avait un projet ou un client voulait être capable d'avoir seulement cette forme et seulement ce type de panneau dans la surface qu'il a. Donc, c'est qui alors tes clients, typiquement ? Des clients, en vrai, aujourd'hui, on a différents types de clients. On travaille avec des compagnies de transport, donc de camionnage. On travaille avec des compagnies de scènes de spectacle mobiles. Okay. On travaille avec des compagnies automobiles. On travaille avec vraiment différents types de compagnies. Et toutes ces compagnies-là ont différents besoins. Et donc, il faut que nous, on soit flexibles pour ces compagnies pour être capable d'alimenter leurs besoins. OK. Donc, justement, avant d'aller sur le flexible, on va revenir tout au début du solaire photovoltaïque. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les bases du photovoltaïque, comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr. De manière assez simple et rapide, le photovoltaïque dépend des cellules photovoltaïques, des cellules solaires. Donc, vous pouvez voir ici, en fait, cette cellule, c'est ce qu'on appelle une cellule de type IBC, donc back contact, ce qui veut dire que toutes les connexions électriques se font en arrière. Donc, visuellement, c'est plus sexy. et fonctionnellement, en fait, ça a plus d'efficacité. Et en même temps, c'est plus flexible. Donc, c'est cette cellule qui capte la lumière et on ne le répétera jamais assez, la lumière et non pas la chaleur. Exactement. Je peux expliquer un peu plus, en fait, le concept de captation de la lumière. Donc, cette cellule, en fait, va être exposée au soleil. Donc, vous pouvez le voir, cette surface bleue. Cette surface va être exposée au soleil et il y aura un phénomène photovoltaïque, comme on l'appelle, donc qui va convertir la lumière en transport d'électrons. Donc, ces électrons vont créer un circuit, un mouvement d'énergie, un mouvement d'électricité qui va se transporter d'une cellule à l'autre. Donc, ça, c'est une cellule seule. Mais ce qu'on va faire, nous, on va fabriquer un panneau où il y aura différentes cellules qui sont connectées l'une après l'autre en série, ce qu'on appelle des strings de cellules, et qui vont venir se retrouver ici au boîtier électrique pour ensuite être connectés avec ces câbles-là. Donc, si on résume, le photovoltaïque, c'est capter de la lumière, de la luminosité et de créer de l'électricité. Exactement. Les gens ont souvent tendance à confondre avec le solaire thermique, qui capte la chaleur pour du chauffage ou chauffer de l'eau, etc. Donc, on est bien sur autre chose. Par contre, malheureusement, l'effet photovoltaïque crée aussi de la chaleur, chaleur qui se dégage avec la cellule et qui a un effet négatif sur la production, par contre, des cellules. Exactement. Ça, c'est un effet... Les panneaux solaires, en fait, surprenamment, aiment le froid. Donc, les gens vont se dire, en hiver, on va produire moins d'énergie. Si c'est le cas, c'est vrai, c'est à cause de l'orientation du soleil. Mais plus un panneau est froid, plus il sera efficace. Absolument. Donc ça, c'est bien, c'est le premier mythe qui a été défié. Excellent, ça commence bien. Une fois qu'on parle des bases du solaire, l'effet photovoltaïque en tant que tel,
Comment est-ce qu'un panneau solaire est fabriqué? Tu as commencé à en parler un petit peu. Vous n'êtes pas manufacturier de cellules du tout. Exactement. Par contre, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi en fait une cellule et comment est-ce que c'est fabriqué? Oui, en fait, une cellule, ça va être basé sur ce qu'on appelle du silicium. Donc, le matériau de base, c'est le silicium qui lui-même va être capable de vivre cet effet photovoltaïque. Donc, ce transport d'électrons, c'est le silicium. C'est quoi? C'est du sable, le silicium? C'est quoi? C'est comme matière? Dans le sable, on va trouver ce qu'on appelle du polysilicon, donc un matériau un peu comme du verre à un certain niveau, qu'on va venir faire fondre dans des grosses usines qui, aujourd'hui, malheureusement, à un certain niveau, on trouve ça quasiment qu'en Chine, parce que c'est un process qui est très compliqué et qui nécessite beaucoup d'énergie. Donc, l'endroit le plus facile à le faire, c'est en Chine. Et donc, on va venir faire fondre ce silicium dans des fours à haute température pour créer des ingots, des lingots de silicium à un certain niveau. Après ça, ces lingots de silicium, on va venir les couper en couches très fines. Donc, comme ce que tu as dans la main, en fait. Ça, non. Ça, c'est une cellule complète, en fait. Le lingot de silicium, en fait, c'est vraiment Donc, c'est rond, en fait. C'est un lingot rond comme ça. C'est un lingot rond qu'on va venir couper en wafers. Désolé, je connais tous ces mots en anglais, mais en français, je suis pas certain. Donc, on va venir couper en wafers très fins de silicium, qu'on va venir après ça en mettre en plusieurs couches avec différents matériaux. Un des matériaux, c'est l'argent. Un autre matériau, c'est le cuivre. Et ce qu'on voit ici, le résultat final, en fait, c'est vraiment cette superposition de matériaux. Donc, ce qu'on voit ici, il n'y a pas qu'un matériau. C'est-à-dire chaque manufacturier de cellules, fabricant de cellules, va mettre son propre Exactement. Chaque manufacturier. Aujourd'hui, le type de cellule principale, c'est ce qu'on appelle du TOPCon. Donc, c'est des cellules monocristallines de type TOPCon. Nous, on n'utilise pas ça parce que c'est pas flexible. Nous, c'est vraiment un type de cellule photovoltaïque, pas de contact, comme je l'ai expliqué. C'est plus efficace, mais ça coûte plus cher. Donc, une fois que cette cellule, elle est fabriquée comme tu l'as dans la main, elles sont envoyées chez Capsolar. Exactement. À partir de là, comment on arrive à un résultat comme celui-ci? Oui. Donc, la première étape, comme on l'a expliqué, c'est vraiment la soudure des cellules. Donc ici, on le voit peut-être pas très en détail, mais on va avoir 3 points de soudure à chaque côté, donc des bonding pads, dans lesquels on va venir mettre de la pâte à souder, mettre un connecteur pour souder avec une autre cellule à côté. Donc au final, ce panneau est noir, donc on voit pas tout en détail, parce qu'on voulait le faire un peu plus sexy pour nos clients. Mais en fait, on va avoir une cellule l'une à côté de l'autre avec des connecteurs au milieu pour faire le circuit électrique. Une fois qu'une string est soudée, donc une ligne de cellules, on va venir mettre un busbar, donc une ligne noire métallique qui va venir connecter chaque string l'une après l'autre. Et à la fin, on va revenir avec ces busbars-là aux boîtiers électriques qu'on va venir sortir avec les connecteurs MC4. On rappelle aussi qu'il y aura une vidéo qui sortira dans 2 semaines à partir de la sortie de cet épisode où en fait Samy nous fait faire le tour d'une chaîne de fabrication de A à Z d'un panneau. Donc si vous voulez rentrer plus dans le détail, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc un panneau fini comme ça, si on le regarde, c'est quoi comme matériau dedans? À part la silice, il y a quoi d'autre comme matière? J'aimerais bien vous montrer en détail, mais le panneau est très fin. Il faut vraiment les yeux. Donc, dans nos panneaux, aujourd'hui, on a différents types de panneaux avec plusieurs couches. On n'a pas seulement un type de panneau avec un certain nombre de couches. Si on prend cet exemple de panneau spécifiquement, vous voyez que l'arrière est blanc, mais de devant, il est noir. Donc, on va avoir d'abord ce qu'on appelle le backsheet et le frontsheet. C'est des matériaux polymères, donc c'est des plastiques. Ensuite, on va avoir entre chacune de ces couches-là différents types d'encapsulants. Les encapsulants, c'est vous voyez, un peu comme les résines. Donc, c'est des matériaux qui vont venir fondre sous haute température et sous haute pression pour venir connecter toutes ces couches ensemble et venir bloquer toutes ces composantes ensemble. Ensuite, l'aspect noir que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un intercalaire qui va venir par-dessus le backsheet pour venir isoler électriquement, mais aussi donner un fini un peu plus esthétique et faire un panneau un peu plus rigide. Donc, on a le backsheet, en encapsulant interlayer, encapsulant cellule, encapsulant frontsheet. C'est ça un peu l'idée. Et ça va être quoi la différence avec un panneau, alors je veux dire traditionnel, c'est-à-dire les panneaux avec des frames en aluminium pour les maisons notamment, pour les parcs solaires. C'est quoi la différence entre un panneau comme celui-ci et un panneau... Est-ce que l'intérieur est le même finalement ou... En général, les panneaux rigides utilisent un certain type d'encapsulant qui s'appelle le EVA. Nous, on utilise d'autres encapsulants qui sont un peu plus, prone aux panneaux flexibles. Mais fondamentalement, la différence, en fait, c'est que ces panneaux-là seront en verre. Donc, ils vont avoir soit... Oui, alors là t'en as pas du tout. Donc, il y a plutôt quelque chose comme ça. Exactement, quelque chose comme ça. Ça, c'est un panneau qu'on appelle bivert. Donc, on va avoir du verre en avant et en arrière. Nous, dans nos cas, on a du plastique en avant et en arrière pour avoir un panneau flexible. Mais fondamentalement, ils vont aussi avoir des encapsulants, ils vont aussi avoir les cellules au milieu. Des fois, ils vont utiliser des interlayers ou non. Et des fois, ils vont avoir du verre en arrière et en avant. Donc, et évidemment, et le frame aussi en aluminium. Et le frame aussi, pour tout garder ensemble et pouvoir l'installer dans des applications. Nous, dans certains rares cas, on a des frames parce qu'on veut être capable d'installer un panneau flexible et pouvoir l'enlever, comme si c'était un panneau en verre, mais qui est plus léger, qui est
qui est plus flexible à un certain niveau. Okay. Donc, avoir un frame courbé, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire, ce qui n'est pas le cas d'un panneau en verre. OK. Si on revient maintenant sur les cellules, on disait un peu tout à l'heure, il existe différents types de cellules, monocristallins, polycristallins, etc. Est-ce que tu peux nous aider à nous y retrouver un petit peu sur les différents types de cellules qui peuvent exister et leurs avantages ou inconvénients d'ailleurs? En vrai, il y a plein de types de cellules qui existent. Si je me concentre sur les plus connus et les plus utilisés aujourd'hui, on va avoir du mono versus du polycristallin. Et là, on parle vraiment de silicium. Donc, c'est quoi cette différence? Parce que cette différence, en fait, c'est la manière que les lingots sont fabriqués. Okay. Donc, le monocristallin, c'est vraiment, on va faire pousser à un certain niveau un lingot uniforme, unique, qu'on va venir couper en wafer. Le polycristallin, c'est un peu comme si qu'on veut juste mettre plein de silicium dans un four, en quelque sorte, et on va pas se concentrer sur faire un lingot uniforme. On va mettre plusieurs morceaux de silicium pour faire un lingot un peu... j'ai oublié le mot là, mais un peu dispersé à un certain niveau. Et c'est moins efficace, mais c'est plus facile à produire. Ok. J'ai souvent entendu quelque chose, et pour être tout à fait honnête, c'est une des rares questions à laquelle j'ai pas les réponses. J'avais entendu il y a quelques années que le polycristallin, c'était aussi un peu comme les chutes du monocristallin qui étaient remis un peu refondus. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Oui, c'est pas nécessairement toujours vrai, mais ça peut être le cas. Okay. Donc ça, on n'a pas besoin d'avoir un lingot uniforme, il faut juste prendre un peu les chutes, on le met ensemble, puis on fait... Et on le voit aussi visuellement, le mono est plus uni, et le polycristallin, presque comme son nom l'indique là, il y a plusieurs choses dedans. Exactement. L'efficacité aussi, le monocristallin sera... Une manière d'ailleurs de reconnaître le mono versus le poly. Le mono, on les côtés coupé comme une ligne à un certain niveau, mais le polycristallin, ça va être des rectangles uniques. Exactement. Ok. Bon tips, très bon tips. Ouais, c'est assez facile à reconnaître. Une fois qu'on sait ça, on les reconnaît. Excellent, parfait. Si on reste là-dessus encore, l'efficacité, on voit souvent, surtout sur les panneaux solaires, efficacité de 25%, efficacité de 30%. Efficacité de 30%, ça c'est... Alors, voilà, j'ai essayé de pousser. Alors, on y reviendra après justement. Mais en panneau standard, quand on parle d'un panneau qui a 20% d'efficacité, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut vraiment dire? Un panneau, en vrai, qui a une efficacité de 20%, c'est pas mal. En général, c'est en quelque sorte l'efficacité moyenne d'un panneau monocristallin. On va avoir des panneaux qui vont tourner plus autour de 21, 22, mais plus l'efficacité augmente, plus les prix augmentent de manière quasiment exponentielle. Si on va, par exemple, sur des panneaux spatiaux, donc des panneaux dans les satellites, là, on va tourner entre 28 et 31%, mais les prix sont absolument élevés, exactement. Donc, ça veut dire quoi concrètement? C'est 20% de quoi, en fait? En fait, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais en bref, le Soleil, s'il a une puissance nominale de 1000 watts par mètre carré, c'est-à-dire que sur chaque mètre carré, on va avoir 1000 watts d'exposition énergétique, on va être capable de capturer environ 20 à 21% de cette lumière et de la convertir en électricité. Donc, c'est qu'est-ce qu'on garde, en fait, pour produire assez d'énergie? Et les 80%, ils vont où? C'est quoi les 80% se convertissent en chaleur. C'est de la déperdition de chaleur. C'est de la déperdition, ça se convertit en chaleur. Ok, donc voilà, maintenant vous savez d'où vient ce fameux pourcentage. Je reste là-dessus. Souvent, on voit des articles qui sortent, alors vrai ou pas vrai, je sais pas, mais un bureau de scientifiques en Suisse a développé des cellules avec des rendements de 60%. C'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? C'est vrai. Maintenant, combien de temps va durer cette cellule? C'est une question. Donc, elle est capable de faire... Bon, 60%... Oui, j'ai fait exprès de grossir. Dans mes débuts photovoltaïques, il y a environ 3-4 ans, le record, c'était 46%. Donc, en laboratoire, exactement. Donc, on parle d'une cellule qui fait 2 cm par 2 cm, quelque chose de tout petit. On n'est pas capable vraiment de se commercialiser. Mais en laboratoire, pendant peut-être... 30 secondes, elle était capable de faire 46%. Ok, donc en plus, c'est même pas qu'une histoire de prix, c'est juste, c'est sur un temps très très court, finalement. Exactement, c'est pas nécessairement une histoire de prix, c'est vraiment une histoire de combien de temps est-ce que tu es capable de produire telle énergie, et après ça, comment l'industrialiser. Donc, comment passer d'une toute petite surface à une grande surface, ça, c'est un autre Et en production de masse, après, par la suite. Production de masse, on n'est pas encore rendu là. Ok, donc on est vraiment au tout début à chaque fois. Là, en général, aujourd'hui, les records, on tourne entre 28 et 31, 32, 33% pour les cellules vraiment efficaces, spatiales. Ok. Mais c'est des prix qui sont absolument absurdes. Fou. Exactement. Ok. Donc, en plus de l'efficacité des cellules, il y a évidemment, tu viens de le dire, la durabilité, la dégradation dans le temps. Justement, dans le temps, comment ça évolue une cellule? Parce que ça a l'air, entre guillemets, inerte, c'est sur un toit. Normalement, personne n'est censé venir dessus. Dans le temps, comment ça se dégrade? Ça dépend vraiment des types de cellules et des types d'applications. Donc, si on parle vraiment d'un panneau standard chinois, par exemple, c'est des panneaux qui peuvent durer jusqu'à 40 ans. Mais l'efficacité, elle, va se dégrader à un niveau assez
balancé. Donc, aujourd'hui, on parle d'environ 20% de perte d'efficacité sur 30 ans, par exemple. Okay. Il y a des panneaux les tops du marché, ils vont dire, nous, c'est 10% d'efficacité de perte sur 30 ans. Donc, ça dépend vraiment de l'efficacité, du prix et de la qualité. Et là, on discute évidemment de la garantie sur les fiches techniques. Il y a toujours deux garanties, une garantie fabricant, donc une garantie produit, une garantie efficacité. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre ces deux choses? La différence, en fait, c'est, tu as un panneau on va te donner une garantie produit sur 30 ans. Si dans les 30 ans, le panneau il brûle, c'est un problème de produit, c'est un problème technique. Mais s'il brûle à cause de lui, c'est-à-dire que c'est pas il y a un incendie là, c'est encore autre chose. Exactement. C'est vraiment, tu es capable de dire, mon panneau il était au soleil pendant 30 ans, c'est de votre faute. Il a brûlé, c'est de votre faute. Donc ça, pendant 30 ans... la garantie produit en général, c'est quoi, c'est 10-15 ans maintenant, mais peut-être 20 ans? 10-15 ans, 20 ans, exactement. Okay. Mais la garantie efficacité, c'est vraiment, tu es capable de dire, ton panneau il a réduit plus que 20% par exemple sur 30 ans. Là, tu es capable de dire, j'ai acheté un panneau qui est garanti 20% d'efficacité perdue. Je veux avoir un panneau, par exemple. Dans les faits, comment on va faire? Parce que moi, pour le coup, je vais partager un peu ma vie, mais chez ma mère en France, on a des panneaux depuis 10 ans, quelque chose comme ça, je crois. À quel moment je peux dire, tiens, je vais aller tester mon panneau, mais par contre, je fais comment? En vrai, c'est une garantie qui est difficile d'aller se combattre, quoi. Donc, tu peux pas appeler SunPower, disons, en Californie et dire, mon panneau, il a réduit de 20%, je l'ai testé sur un flasher, là. Faites-moi confiance. 400 000 $. Donc, c'est plus... Personnellement, j'ai jamais vécu ça, mais dans ma tête, comment ça fonctionnerait, c'est vraiment, tu es capable de montrer avec des données probantes l'efficacité à midi, par exemple. Un jour, on était à 1000 watts par mètre carré, donc le soleil était au top. Mon panneau, il produit beaucoup moins. Donc là, il faudrait sûrement appeler le manufacturier et dire, regardez, c'est ça qui s'est passé, comment gérer la situation? Ou bien potentiellement, les installateurs eux-mêmes pourraient gérer ça. Est-ce que ça, c'est un très bon point. Je sais sans parler d'une machine de flash test à 400 000 $, mais peut-être monter sur le toit, demander à un installateur, comme tu disais, peut-être avec une caméra thermique pour essayer d'aller voir s'il y a des hotspots, donc des points chauds, peut-être les micro-fissures, ce genre de choses. Est-ce que tant que j'y suis, est-ce que tu peux nous parler de ce genre de problèmes qui peuvent apparaître sur les cellules? Comme tu l'as déjà dit et très bien dit, les deux problèmes principaux, c'est les hotspots et les micro-fissures. Donc, les hotspots, c'est quoi? C'est que ton panneau, il y a un endroit spécifique, une cellule, par exemple, qui va chauffer plus que le reste du panneau, parce qu'elle va avoir une craque ou quelque chose qui va faire qu'elle va émettre de la chaleur. Donc, en général, une cellule qui est pas capable de produire du courant va manger du courant. Intéressant. Donc, à la place de vraiment émettre de l'énergie, elle va absorber l'énergie. En plus de ne pas produire, elle va venir emmerder celles qui sont autour. Exactement, elle va emmerder tous ses voisins. Et ce qui se passe avec ça, c'est que c'est un risque sécuritaire. Donc, le panneau risque de brûler à cet endroit-là. Les cracks, c'est quoi? C'est que tu vas avoir un panneau qui, initialement, avait une craque. T'es potentiellement pas visible à l'œil nu ou bien au test. Et cette craque, avec le temps, avec des légères vibrations, vont venir se propager. Et plus la craque se propage, plus l'efficacité de tout le panneau va réduire. Parce que s'il y a une craque, en fait, elle va elle-même bloquer le passage du courant, ou bien justement créer un phénomène de hotspot. Et c'est pour ça qu'on a justement les diodes de bypass dans un panneau où, quand on est capable de prouver que l'énergie est pas suffisante elle est pas par rapport à ce qu'elle devait être. Exactement. La diode elle-même embarque et dit, toi, t'es pas capable de produire suffisamment de courant, je te bloque et je te dépasse. Regarde, ça, c'est parfait. Tu viens de parler de diode. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle d'une diode dans un panneau solaire? Oui, exactement. Parfait. Ici, vous voyez en fait une junction box qu'on appelle. Donc, on va avoir les connecteurs électriques qui sortent du panneau, qui vont venir se souder à ces deux points-là. Et entre les deux points, on va avoir une diode de bypass. Donc, cette diode, quand le panneau atteint un certain seuil, en général, c'est environ 80% de puissance moins qu'est-ce qu'elle est censée être. Quand on atteint un certain seuil, cette diode va embarquer et va venir en faire un certain... Comme si elle faisait un court-circuit. Donc, elle bypass, elle saute le courant. Donc, tout le courant des autres panneaux va passer par là pour sortir. Donc, ça limite les pertes des cellules ou des zones du panneau qui seraient un peu impactées par différents facteurs. Donc, ça va limiter les pertes du panneau, mais ça va aussi limiter le risque de sécurité. Donc, le fait qu'on dépasse le panneau, si ça chauffe, on arrête de chauffer, le panneau n'est plus producteur d'énergie. On parlait tout à l'heure t'as dit la majeure partie des cellules viennent de Chine. Toi, en tant que manufacturier de panneaux, comment tu fais pour bien choisir tes cellules? Qu'est-ce que tu regardes en fait en premier? À part le prix évidemment qui est une évidence. Nous, dans notre cas, en fait, vu qu'on a un type de panneau très spécifique, on s'est limité aujourd'hui à un seul supplier, un seul fournisseur, qu'on appelle Maxeon ou anciennement SunPower, parce qu'ils font des cellules qui sont... Est-ce que ce sont les seuls à faire ce type de cellules avec contact arrière ou il y en a d'autres? En fait, il y en a d'autres, mais ils sont très rares. Donc, il y a un autre type de cellule qui est similaire à ça, des MWT qu'on appelle, où on va avoir des endroits où l'énergie va passer d'en haut vers le bas. C'est moins beau, c'est flexible, un peu moins que ça, mais c'est aussi un peu moins efficace. Donc, SunPower, maintenant, aujourd'hui, c'est les meilleurs du marché. Ils ont un prix, bien sûr, qui est un peu plus élevé, mais qui n'est pas non plus absolument absurde. Donc là, tu as fait clairement, là, on comprend le choix de la qualité. Exactement, c'est le choix de la qualité, le choix de la flexibilité, de l'efficacité.
Qu'en est-il aussi de l'approvisionnement? Parce que est-ce que ça arrive à l'heure? Est-ce que c'est compliqué en ce moment? Puis j'imagine qu'avec tous les conflits qu'il peut y avoir géopolitiques dans le monde, ça a un impact sur ta business indirectement, non? Ça a un impact assez direct, en fait. Là, on voit la compagnie Maxeon qui a économiquement en pas très bon état. Donc, on commence justement à essayer de voir s'il y a différents suppliers pour régler ce problème au cas où quelque chose arrive en entreprise. Mais l'avantage d'un point de vue géopolitique, c'est que SunPower et Maxeon fabriquent pas leurs cellules en Chine. Donc, eux fabriquent leurs cellules soit aux Philippines, soit au Mexique. D'accord. Donc, en termes de fournisseurs, ça facilite notre vie. Par contre, on a des clients qui nous disent directement, si vos cellules viennent de la Chine, on ne travaille pas avec vous. OK. Il y a vraiment des règles très, très claires. D'accord. Dans notre cas, ça va, ça passe encore. Ouais. Mais dans certains cas, ça complique la vie aux clients, aux fournisseurs. OK. J'ai une question ici qui nous a été posée aussi, parce que toutes les questions que j'ai préparées viennent aussi de personnes qui voulaient en savoir plus sur le solaire, qui demandaient, est-ce qu'il existe un marché pour recycler en fait les cellules? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as un fournisseur qui dit, moi, tout ce que je te vends, ce sont des cellules recyclées uniquement? Est-ce que ça existe ou pas? Des cellules? En vrai, je pense pas que ça serait possible. Parce que vous voyez, en fait, le panneau ici, une fois qu'il est collé, tu peux pas juste l'ouvrir, reprendre les cellules et rajouter les cellules. Est-ce que tu pourrais le faire pour un panneau standard ou pas? Ou c'est quand même collé aussi? Non, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est que ça soit en verre ou flexible. Au moment où tu veux ouvrir ton panneau, tes cellules éclatent en milliers de morceaux. OK. Donc, c'est ça l'enjeu. OK. Donc, ce qui peut se faire, en fait, c'est éclater tes cellules, mais trouver moyen de récupérer les matières de base. OK. Donc, tu vas essayer, par exemple, de séparer le plastique du silicium, du silver. Donc, c'est un processus qui est assez complexe et qui existe aujourd'hui. OK. Mais c'est pas la cellule que tu vas prendre et la remettre dans un autre panneau, c'est tous les matériaux qui vont être complètement éclatés, que tu vas réutiliser. Mais en général, tu vas pas nécessairement réutiliser ces matériaux-là dans un panneau photovoltaïque. OK. Tu vas récupérer les différents métaux et faire autre chose avec. OK. Parce que la qualité du matériel lui-même sera pas ce qu'elle était il y a 20 ans. Ou elle est trop dégradée pour pouvoir être utilisée dans les mêmes conditions. Okay. Mais le processus de recyclage est quand même assez nouveau dans les panneaux solaires parce que la date de popularité, si vous voulez, du solaire, c'était il y a 20-30 ans quand on a commencé vraiment à faire des fermes solaires, etc. Donc, les recycleurs, ils ont apparu dans les dernières années. Donc, le processus, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Parfait. Avant justement d'aller sur le côté un petit peu, j'en appelais ça les questions qui fâchent. La dernière question avant ça, c'est comment maximiser en fait un rendement d'une cellule solaire en conditions réelles, ou qu'est-ce qui va l'affecter justement? Il y a différents enjeux. Tout d'abord, l'ombrage. Donc, une cellule solaire, peu importe son type, une fois qu'elle va être ombragée, va réduire l'output. Donc, en général, on parle d'environ 80-20. Si la cellule est ombragée à 20%, elle va quand même encore un peu produire. Dès qu'on descend en dessous du seuil de 20%, la cellule va manger plus qu'elle produit. Donc, elle va être bypass par la dire de bypass, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est l'ombrage. Deuxièmement, on va avoir tout ce qui est contrôleur de charge. Donc, nous, dans notre cas, on va être installé sur des applications mobiles. Donc, ton panneau solaire, en général, il va constamment avoir un point de puissance maximale qu'on appelle le maximum power point, qui va varier dépendamment de l'ombrage, de plusieurs facteurs. Donc, le contrôleur... Faut trouver le bon endroit. Exactement. Donc, le contrôleur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être connecté directement au panneau, entre la batterie et le panneau, et va, en quelque sorte, shooter un voltage et forcer un voltage au panneau pour toujours constamment chercher le point de puissance maximale. C'est intéressant. Donc, c'est pas dans la chimie des cellules, mais c'est vraiment dans la chimie, en quelque sorte, du circuit. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ça vient pas du panneau en soi, c'est quel équipement tu lui mets derrière pour qu'il puisse charger alors directement ta batterie ou ton équipement. C'est de l'électronique, au final. Ouais. Donc, la technologie, l'intelligence derrière. Et le dernier point que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est la chimie maintenant des matériaux. Ouais. Donc, on a quelque chose qui s'appelle les panneaux solaires tandem, qui vont venir combiner deux différents types de matériaux l'un par-dessus l'autre pour venir maximiser l'énergie qui sort de ton panneau. Et ça, je pense qu'on va en parler peut-être plus tard. Mais tu peux y aller, là, c'est intéressant. Si je peux y aller à ce moment-là, en fait, on a un nouveau type de matériau dans les dernières années qui est apparu. Bon, dernières années, on parle de plus que 10-15 ans, mais reste que c'est assez nouveau dans l'application industrielle. On va venir accompagner, par exemple, la perovskite, qui est une technologie qui, naturellement, est un peu transparente. Donc, on va mettre ce type de perovskite-là, c'est un liquide, en fait, une encre, par-dessus la cellule silicium, qui va créer un nouveau type de circuit où on va avoir plus d'énergie qui est captée. Donc, la perovskite, elle, va capter un certain type de longueur d'onde. Donc, elle fait pas partie de la cellule, elle vient améliorer la cellule, en fait. Exactement. On va, par exemple, la perovskite va capter un certain type de longueur d'onde, laisser le reste de la longueur d'onde qui va être capté par le silicium. Et les deux combinés vont créer plus d'énergie que si le silicium était seul. Intéressant. Donc, on parle de combien d'efficacité supplémentaire sur ce type de technologie-là? Mais en fait, les technologies tandem, si on combine le perovskite et le silicium, on parle d'environ une cellule de manière absolue efficace à 28-29%. Ah ouais, donc on est presque à 10% de plus que ce qui se fait actuellement. Exactement. Okay. Enfin, 10 points de pourcentage de plus. Les silicium qui est vraiment top of the line, là, on parle d'environ 24, entre 22 et 24% d'efficacité. Mais la moyenne, on parle d'environ 19-20%. Et toi, en tant que manufacturier, c'est une technologie que j'imagine que tu regardes de près. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez intégrer dans un futur
plus ou moins proche dans vos propositions? On regarde de près le tandem, en effet. L'enjeu, c'est que le tandem, aujourd'hui, on vise plus du rigide. D'accord. Donc, les gens qui sont sur le tandem sont vraiment en concentration rigide. Flexible, on n'est pas encore en genre. Par contre, on regarde beaucoup le perovskite parce que c'est naturellement très flexible et c'est assez sexy comme type de technologie. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on entend ça, c'est un peu trendy, là, on aime bien. C'est très trendy, mais c'est beau parce que justement, la transparence du perovskite, la transparence naturelle, fait qu'on pourrait faire, par exemple, un toit panoramique de Tesla entièrement solaire, mais qui aurait l'air de lunettes de soleil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer aujourd'hui. Mais... Pourquoi on n'en parle qu'aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment nouveau? Est-ce que ça coûtait trop cher? Est-ce que... la perovskite a commencé en fait dans ses développements aux alentours des années 2000, aux alentours de 2012. D'accord, donc c'est vraiment récent la découverte. C'est très récent. C'est pas en fait une découverte qui est arrivée en 2012, c'est juste qu'en 2012 une application. On a commencé à développer un peu la technologie. L'enjeu principal du perovskite, c'est que malgré l'efficacité et puis l'esthétique, etc., il fallait qu'il y ait un revers de la médaille, c'est la stabilité dans l'environnement. Donc, c'est un type de cellule, en fait, qui, quand il est en contact avec l'environnement extérieur, il est mort quasiment instantanément. Ah, ok. D'accord. Donc, c'est un type de cellule... Est-ce que c'est une réaction à l'oxygène? C'est quoi? C'est une réaction à différentes choses. Donc, d'abord à l'oxygène, à la vapeur d'eau, mais aussi à la lumière. Ok. C'est pour du solaire, c'est dommage. C'est ça le problème. Donc, c'est comme si que tu as ta cellule perovskite qui absorbe de la vapeur d'eau et qui, quand elle est exposée au soleil, elle est terminée. Je sais plus, puis là, elle meurt. Ah ouais, donc il faut vraiment que ce soit contraint, protégé vraiment. D'où peut-être les coûts élevés qui vont apparaître dans sa production. La perovskite, ça va encore. En termes de coûts, on est en imaginant un univers industrialisé de perovskite. On est à environ 20% du coût du silicium. Donc, dans le cas où on va vraiment dans des cellules perovskite développées, industrialisées, le coût du solaire, malgré qu'aujourd'hui il est très faible, il serait encore plus faible que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pour ça l'intérêt derrière la perovskite. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir les courbes d'augmentation de l'efficacité dans le temps, d'un point de vue recherche du silicium, des panneaux solaires de manière générale. On a différents types de technologies, les couches minces, etc. On voit que la perovskite, ça a commencé en 2012, mais l'efficacité est en train de monter en flèche beaucoup plus rapidement que tous les autres types de technologies. Donc le silicium, on a commencé peut-être en 70 ou 80, et la courbe est très lente. Le perovskite a commencé 40 ans plus tard et la courbe est en train de monter en flèche. Ça va être quoi les joueurs là, de l'industrie qui sont en train de miser sur cette technologie? On a des joueurs anglais, Oxford PV d'ailleurs, qui est une compagnie qui a été une spin-off de l'Université d'Oxford. On a des joueurs californiens, Swift Solar, on a des joueurs... donc c'est principalement en Europe et en Amérique que ça se développe. Aussi en Asie, mais vraiment les main players du marché sont européens et américains. Très bien. Donc on gardera un œil effectivement sur cette technologie. Maintenant... Question qui fâche. On parlait avec Samy, en fait, ça fait pas mal d'années qu'on est dans l'industrie du solaire et des choses, on en a entendu tellement, surtout des bêtises en fait, malheureusement. D'où le but aussi de ce podcast. Donc, on va essayer de remettre un petit peu les vérités au centre du jeu. La première, l'impact environnemental de la fabrication d'un panneau. On a souvent vu, surtout dans certains médias, qui disent mais non, les panneaux, c'est pas rentable écologiquement parce que la fabrication pollue énormément, il y a le transport, etc. C'est quoi la réalité là-dedans, Samy? Si on peut essayer de résumer facilement. La réalité, c'est que oui, ça pollue. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de faire un processus industriel qui ne pollue pas. C'est quasiment impossible. Donc oui, ça pollue à un certain niveau. Nous, de notre côté, on a fait une étude environnementale de notre ligne de production et ce que ça représente. Et on a été capable de déterminer que nos panneaux produits sont parmi les plus propres au monde. Pourquoi? Parce que tous nos processus industriels sont faits au Québec. Bien sûr, donc basés sur l'hydroélectricité. Limite les transports, mais aussi basés sur l'hydroélectricité. Absolument. Maintenant, la partie qui pollue, c'est les matériaux qu'on va utiliser. Donc les cellules, par exemple, qui sont produites aux Philippines ou autres, elles vont représenter un certain niveau de pollution. Et on est entièrement d'accord. Mais si tu compares l'énergie qu'on produit nous-mêmes avec nos panneaux sur un cycle de vie entier versus le pétrole, versus le charbon, etc., c'est même pas proche. Donc oui, ça pollue à un certain niveau, je suis entièrement d'accord, mais en comparaison, le delta est tellement intense qu'on peut pas dire « Oh, ça pollue plus ». Pas du tout, c'est entièrement faux. Est-ce que tu as des chiffres sur, à partir de X nombre d'années, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça, mais la dette écologique, entre guillemets, est amortie? Les chiffres exacts, je pourrais aller les chercher, mais dans mes souvenirs, l'analyse de cycle de vie qu'on avait faite, on était capable d'avoir une économie... C'est une bonne question. On mettra sinon dans les... En fait, l'idée ici, c'est de calculer quel est le coût écologique du panneau pour sa production versus qu'est-ce qu'il va produire de manière propre durant toute sa durée de vie.
Spoiler, c'est positif, hein, parce qu'un panneau, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a des garanties de 10, 15, 20, 30 ans que le panneau à 40 ans ne marche plus du tout, il n'est pas à zéro là. Ouais, non, clairement. D'ailleurs, on va en dire un petit mot aussi. On a une courbe de dégradation souvent c'est pas comme ça arrive à 25 ans et d'un coup ça drop de 40% là. C'est quand même plus ou moins assez linéaire. Ouais. Aujourd'hui, on est quoi? À 30 ans, on est à peu près à 80% de l'efficacité qu'il avait au début, c'est ça, quelque chose comme ça? Après 20 ans, on perd environ... après 30 ans, on perd environ 20% d'efficacité. Donc ce qui est encore très bon, à 30 ans, c'est long. Et il y a certains types de panneaux qui, après 40 ans, perdent 20%, et il y a certains types de panneaux, après 20 ans, ils perdent 10%. Ouais. À partir de cette année-là, la dégradation, la courbe, elle est plus violente, va plus vite. Ouais. Donc, on garde l'efficacité, mais elle va plus vite. Et pour revenir rapidement sur la question juste avant, par rapport à la dette environnementale, dans mes souvenirs, en fait, on avait une dette environnementale qui était similaire au retour sur investissement de nos clients. Okay. Donc, dépendamment de où sont localisés les clients, si on avait pris en moyenne les États-Unis, en termes d'efficacité, en termes de retour sur investissement financier et environnemental, ça matchait. Les deux étaient aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans. OK. Dépendamment des clients, ça dépend de plein de facteurs. Et puis, comme tu as dit, tu es au Québec, c'est de l'hydroélectricité, donc c'est pas un panneau chinois importé. Exactement. Okay. Mais au Québec, c'est un peu différent parce que l'électricité en tant que telle est déjà propre. Donc, le retour sur investissement environnemental est plus long que le retour sur investissement financier. Parfait. Bon, premier point abordé. Le deuxième, et c'est un peu tout naturellement qu'on y va, c'est le recyclage. Donc, à 30, 35, 40, 50 ans, on se débarrasse du panneau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, en ce moment, Capsolar est en train de chercher un partenaire de recyclage. Parce que l'enjeu qu'on a aujourd'hui en termes de production, et vous le verrez dans la prochaine vidéo, c'est qu'on fait tout de manière encore manuelle, à cause de raisons financières à un certain niveau. Et donc, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, de faire ça manuellement. Ça fait de la bonne qualité, mais on a des erreurs un peu plus souvent. Mais la qualité des panneaux qui sont bien, ils fonctionnent très bien. Donc, si on a un panneau, par exemple, qui est scrappé, on va le mettre de côté, on va pas le jeter à la poubelle. Et là, vu qu'on a des partenaires de recyclage qu'on est en train de trouver récemment, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a un certain volume, on envoie, le recyclage est fait. Et le recyclage, comme j'ai mentionné rapidement tout à l'heure, c'est quoi? C'est vraiment de séparer les couches principales. Donc, on va prendre le front sheet avec l'encapsulant, le back sheet avec l'encapsulant, et il faut à un certain niveau crocher toutes ces couches ensemble et séparer tout avec des processus chimiques. Mais chaque layer va se recycler normalement? Il va se recycler. Il y aura des pertes, c'est sûr, parce que le processus n'est pas encore optimal. C'est un peu comme les batteries. Dans les batteries, on va recycler. On aura au final un genre de black matter qui, après ça, il faut trouver moyen chimiquement de d'enlever. Exactement. Donc, c'est encore assez compliqué, mais c'est pas un processus qui est impossible. OK. Si maintenant, pour la même question, mais sur les panneaux avec cadre, là, ça rajoute quoi? Du verre, c'est recyclable. D'aluminium, c'est recyclable aussi. Exactement. Donc voilà, oui, les panneaux solaires sont recyclables, pas à 100% évidemment, mais je crois que sur les panneaux standards, en tout cas, c'est 98, quelque chose comme ça. Oui, en panneaux standards, c'est encore plus facile. Voilà, c'est vraiment la matière des cellules elles-mêmes qui est complexe. Donc le verre, l'aluminium, les encapsulants, ça se recycle assez facilement, mais les cellules, le silicium, l'argent, etc., c'est un peu plus compliqué. Merci d'avoir une réponse claire. Donc si on vous demande, oui, les panneaux solaires sont recyclables. Voilà, au moins comme ça, c'est clair et net. Troisième question. Yes. L'impact humain. Alors, pour ce Capsolar, non. Enfin, ou peut-être, on ne sait pas, on demandera à tes collaborateurs. Travailler au sous-sol, au Québec. Il y a une vérité, c'est que pour alors peut-être pour les cellules aussi d'ailleurs, on va se poser la question. Sur la fabrication de panneaux solaires, on a entendu beaucoup de choses, pas souvent très très belles, sur l'utilisation d'enfants, les mines de silicium, les fabrications en Asie. Est-ce que tu as des choses, des informations là-dessus, Samy? Principalement, en fait, la conscientisation du marché américain, qui est un des plus gros marchés, le marché européen, en fait, a fait que toutes ces compagnies qui, exploitaient des familles, des enfants, dans les Ouïghours, par exemple, eux-mêmes se sont dit, merde, on doit trouver moyen de corriger ça. OK. Donc la vie publique des gens a eu un impact sur le... Exactement. OK. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que les entreprises, maintenant, aujourd'hui, il y a plein de ces compagnies asiatiques, en Chine, par exemple, qui ont déménagé aux États-Unis pour, à un certain niveau, améliorer leur image. Donc, ces entreprises, oui. Mais est-ce que c'est pas un peu j'appelais ça du greenwashing, oui et non, là? Eux, c'était pas par morale qu'ils ont arrêté, c'est parce qu'ils ont vu que les caméras étaient tournées sur eux, ils se sont dit, c'est pas de la bonne pub, en fait. C'est sûr que commercialement parlant, c'était l'intérêt principal. Parce que c'est des entreprises qui ont exploité pendant un bon moment et se sont dit, bon, il faudrait qu'on se nettoie. Ça. OK. Donc, bon, c'est des entreprises qui, leur objectif, c'était de faire de l'argent, initialement, c'est sûr. Oui, parce que ça, c'est pas que pour les panneaux solaires, là, on va quand même être clair. Oui, c'est clair, parce que là, on se concentre juste sur les panneaux solaires, parce que le marché américain voulait aussi se développer, donc ils ont dit, les Chinois, vous êtes des esclavagistes, mais on achète pas mal tous les marchés, il y a des affaires comme ça qui se passent. C'est juste qu'on n'est pas conscient. Mais malheureusement, on le répète, ça existe. Mais malheureusement, ça a existé, ça existe toujours, peut-être, c'est en réduction. Peut-être ce qu'on peut conseiller de dire, c'est d'essayer de se renseigner un petit peu sur d'où viennent les panneaux. Quand on veut en acheter un, on peut demander à son installateur, qui lui-même va demander à son grossiste, qui lui-même va demander au fabricant.
Si on a la réponse, tant mieux. Si on n'a pas la réponse, là, faut on peut-être doit se poser s'interroger. Ben, aujourd'hui, là, pas mal de fournisseurs, quand on leur demande des détails sur leur supply chain, ils n'ont pas peur de les donner. Ouais, ils sont assez ouverts. Exactement, ils sont assez ouverts. Parce qu'un de nos clients, le plus gros, un manufacturier automobile américain, un japonais, un des plus gros dans le monde, nous ont dit, on doit avoir une vue totale sur votre supply chain. Vraiment du silicium même dans le sable jusqu'au panneau qui est produit. Et on a demandé, on a négocié avec le fournisseur, etc. On a signé une NDA, mais ils étaient ouverts à le faire. Des fournisseurs un peu moins propres, peut-être que ça serait compliqué, mais nous-mêmes, on a fait mes recherches à la base. Et donc, justement, une nouvelle question qui m'a été posée, c'est est-ce que c'est parce que c'est fabriqué en Chine que c'est pas bien? Enfin, c'est un mauvais panneau? Non, pas du tout. Parce que ça, on l'entend souvent, d'ailleurs. Je suis entièrement d'accord. C'est quoi la vérité là-dessus? Entièrement d'accord. Et justement, c'est un truc qu'on dit toujours à nos clients parce qu'ils nous disent « Ah, vous fabriquez au Québec, ça veut dire que la qualité, c'est la meilleure. » Oui, on va pas dire Je vais pas dire non. On va pas dire non, mais des gens qui cherchent des panneaux standards, on va jamais les faire. Pourquoi? Parce que les panneaux solaires chinois aujourd'hui ou même américains, on se concentre pour les Chinois maintenant, sont parmi les meilleurs au marché en termes d'efficacité, de durabilité, et ils sont parmi les moins chers. Donc la qualité est là, et en plus, c'est pas cher. Si on parle des panneaux les top du marché, Trina Solar, Longi et compagnie, c'est en termes de qualité, c'est des panneaux qui sont incroyables. En plus, ils coûtent moins cher que les fournisseurs américains. Maintenant, l'enjeu, c'est les taxes. Bien sûr. Tu vas avoir un panneau solaire qui va coûter moins cher, qui va être encore plus efficace que les fournisseurs américains, mais dès que ça passe la douane, les prix, ils explosent. Et surtout, maintenant, là, au moment où vous nous regardez, on est le 14 novembre, quelque chose comme ça. Les élections américaines sont terminées. J'ai peur de ça. Donald Trump, alors justement, j'allais là-dessus, Donald Trump a été élu. On sait qu'il parlait beaucoup de surtaxer tous les produits chinois, sans forcément, peut-être, je sais pas, penser à ce qui va vraiment se passer derrière. Ça va être quoi, selon toi, l'impact sur le marché des panneaux solaires en Amérique du Nord par rapport à cette élection? Il faut savoir déjà, avec Biden avant Trump, les taux de taxes vraiment dans le solaire étaient vraiment horribles. On parlait d'environ 286%. J'ai un de mes clients, en fait, qui a acheté 14 000 $ de panneaux US pour douane. Et là, on parle du Canada. Et aux États-Unis, c'est encore pire. Au Canada, il a eu à payer 20 000 $ de taxes. Wow. Donc, au final, si on parle de 286% de taxes, c'est pour être capable de dire, vos panneaux chinois, c'est de la bonne qualité, oui. Mais ça fait de la compétition déloyale par rapport à nos fabricants. Parce que c'est juste beaucoup trop peu cher. Donc, le panneau, il arrive, ils vont venir à un certain niveau le balancer au même prix local ou bien même le rendre un peu plus cher. Et c'est ça. Maintenant, l'enjeu, moi, personnellement, que j'ai avec Trump, c'est quand il est arrivé il y a 8 ans. Oui, la première. Il a annulé NAFTA et donc nos panneaux solaires, même nous, les Canadiens, étaient taxés. Donc c'est ça. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Et au final, oui, c'est un enjeu. Donc pour vous, c'est important là. Tu suis ça de près là. On va suivre ça. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Écoute, on croise les doigts pour nous et pour vous, pour absolument, puis même pour vous derrière la chaîne. On voit les fiches techniques qui sont annoncées comme ça pour les panneaux solaires. Il y a des chiffres, c'est beau, c'est super. On est les meilleurs du monde, les meilleures garanties. Versus le fonctionnement en conditions réelles. Est-ce que, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a un moyen des fois de s'assurer que ce que j'ai installé, ça fonctionne comme ça devrait normalement s'installer? À la base, je conseillerais à pas mal tout le monde qui achète du solaire, même si c'est des gens qui sont pas très techniques, d'aller sur des simulateurs sur Internet, des outils qui sont très faciles à utiliser comme PV Watts par exemple, PV Watts comme dans l'énergie, où on dit notre puissance nominale c'est tant, on est à telle adresse, notre panneau il est à tel Je devrais produire tant. Je devrais produire tant. Donc, sans avoir à demander à des installateurs ou des choses comme ça qui vont te faire payer pour rien. Vraiment, c'est des outils qui sont très faciles et à la portée de tout le monde. Donc, déjà, je proposerais ça. Et monitorer sa centrale pour justement peut-être avoir des systèmes comme Victron aujourd'hui, des systèmes qui sont vraiment faciles à utiliser pour avoir une vue soi-même de la production d'énergie. Parce que l'enjeu qu'il y a aussi aujourd'hui à un certain niveau, c'est que les installateurs vont faire payer cher aux clients parce que les clients pensent que les panneaux solaires, c'est cher, alors que c'est pas vrai. Non, c'est vrai. On peut avoir aujourd'hui des panneaux solaires à environ 15 centimes le watt, 20 centimes le watt. Les installateurs, ils vont vous charger $2,50, $3 le watt. Oui, il y a le service d'installation qui vient avec, je suis d'accord, mais il faut une conscientisation aussi des clients pour que les installateurs réduisent à un certain niveau leur marge. Donc, pour revenir un peu à la question, les fiches techniques, c'est pour vraiment donner les puissances nominales. Donc on s'entend que c'est des chiffres qui sortent d'usine, de laboratoire. C'est des chiffres qui sortent d'usine, oui, mais qui sortent de ton panneau produit quand il est exposé parfaitement au soleil à midi en été. Donc il faut savoir que la puissance que vous achetez n'est pas la puissance que votre panneau va produire la majorité du temps. Donc c'est pour ça que dans certains cas, il faut surdimensionner son installation par rapport aux besoins énergétiques que les gens ont. Une dernière question sur sur ce que se posent souvent les gens, c'est les risques d'incendie. Alors moins maintenant, mais c'est vrai que moi, à une certaine époque, il y a une dizaine d'années, les gens, c'était un peu la préoccupation principale. Est-ce qu'un panneau comme ça peut prendre feu instantanément? Et pourquoi? Et d'où ça vient? Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il y a toujours des risques qui sont associés avec peu importe le produit.
Un produit parfait, ça n'existe pas. Et ça, ce que je veux dire, en fait, c'est que d'un panneau solaire, il y a plusieurs composantes qui peuvent toujours foirer à un certain niveau. Mais le plus gros protecteur d'un panneau par rapport au feu, c'est, comme je dis, la diode. Donc, il suffit qu'au process de production, la diode a été mal soudée ou que la diode elle-même soit défectueuse, ou peu importe ce qui peut se passer ici, qui fait que au moment où elle doit faire son travail, elle n'est pas capable. Donc, le hotspot dont on a parlé tout à l'heure arrive et le panneau prend feu. Donc, mais même là, on ne parle pas d'une explosion, c'est pas une bombe, c'est vraiment juste à cet endroit-là, le hotspot va fondre et va créer de la chaleur, puis la cellule va... Donc, au niveau de la cellule, s'il y a un problème comme ça, il n'y aura pas d'arc électrique. Par contre, et tu me diras si je me trompe, mais ici, par contre, là, on peut avoir un risque au niveau des connecteurs aussi et des boîtiers. Ça peut toujours arriver. Mais en général, vraiment, c'est très rare, très, très, très rare que le panneau prenne feu, que ça cause un gros feu. On n'est plus dans ce temps-là. Il y a des mesures de sécurité qui sont prises, il y a des matériaux qui sont utilisés qui vont... Puis il y a des standards maintenant, il y a des normes, il y a des tests. Il y a plein de choses qui sont utilisées. Donc, avoir peur des panneaux pour le feu... je dirais plus, ayez peur de votre four que le panneau solaire. C'est ce que j'allais dire, je pense qu'il y a plus d'accidents. Alors, je veux pas envoyer des chiffres n'importe comment, mais je pense qu'il y a plus d'accidents à cause d'un mauvais raccord d'une prise électrique, par exemple, ou d'un four allumé. Du gaz, de plein de choses qui ont plus de risques qu'un panneau solaire, peut-être. Exactement. C'est comme les gens qui ont plus peur de requins que de conduire, mais fondamentalement, se faire manger par un requin versus faire sur la route. Ou quand on te dit, t'as peur de l'avion, mais pourtant, t'as moins de chances de... Exactement. Après, les peurs sont ce qu'elles sont de toute façon. Mais... Exactement. Ok, merci pour cette réponse, en tout cas très claire, Samy. Avant de finir... Toi, en tant que spécialiste de cellules solaires, de panneaux solaires, c'est quoi les avancées technologiques qui sont en train d'arriver et que tu surveilles de près pour les prochaines années? Vraiment, le plus près, c'est la perovskite. Ce qu'on disait tout à l'heure. C'est les cellules perovskite qui sont quelque chose qu'on suit aujourd'hui, mais aussi qu'on développe nous-mêmes. Donc, on a des compagnies avec qui on travaille qui, même si Capsolar n'a pas le budget de faire des avancées à deep tech qu'on appelle énormes, c'est quelque chose quand même qui est dans notre collimateur. Donc, c'est vraiment un développement qu'on est en train de suivre de proche, mais dans lequel on est aussi porté à l'action. Donc, on est en train de développer des partenariats, etc. Et après ça, je dirais un autre point principal, c'est vraiment ce que j'ai mentionné rapidement, le contrôle de charge, le tracking MPPT, etc. Donc, plus l'intelligence. L'intelligence et l'électronique derrière, des panneaux solaires, qu'on ignore à un certain niveau, surtout dans nos applications. Les contrôleurs de charge aujourd'hui qui sont conçus pour des environnements statiques, dans certains cas dynamiques, mais même là, c'est pas suroptimisé. Donc, nous, vraiment un point sur lequel on travaille et qu'on suit, c'est les contrôleurs de charge utilisant l'intelligence artificielle qui vont prédire, par exemple, l'ombrage ou des choses comme ça. Oui, avec la météo ou les... Exactement. Donc, vraiment pour maximiser la puissance énergétique solaire. Après ça, il y a plein d'autres choses, mais vraiment, d'un point de vue cellule et d'un point de vue électronique, c'est là les deux zones sur lesquelles on fait vraiment attention et qu'on suit. Sur les panneaux, entre guillemets, standards, il y a aussi quelques dernières années, des technologies qui sont arrivées, qui étaient le bifacial, donc d'avoir des cellules en face avant et des cellules aussi en face arrière, qui sont surtout ici au Québec vraiment bien, parce qu'avec l'albédo, la réflexion de la lumière sur la neige, la cellule arrière, si elle est exposée à de la lumière, ça va augmenter énormément aussi la production. Et on avait aussi ce qu'on appelle les split cells, les cellules divisées en deux. Est-ce que c'est des choses que vous faites ou pas du tout ça? En vrai, c'est pas nos intérêts parce que le bifacial, il faut que la lumière passe par en arrière. Bien sûr. Donc vous, c'est pas du tout. Nous, par on a rapport un à ça, camion, par exemple, on peut pas capter lumière. Les split cells, c'est quelque chose qui nous intéresse. Par contre, l'enjeu qu'on a avec nos cellules, c'est que les couper en deux, c'est un certain risque. Mais c'est quelque chose qu'on suit aussi, mais vraiment dans notre type de cellules. Parce que dans notre cas, une cellule qui est coupée en deux nous permet d'aller à un certain point combler des voids. Donc, on a un panneau qui a une certaine taille. Si elles sont coupées en deux, tu as plus de chances de couvrir plus de surface. Et donc, c'est pratique. Maintenant encore, comme je dis, on le fait pas encore, mais c'est quelque chose qu'on veut faire éventuellement. Parfait. Écoute, Samy, merci beaucoup pour toutes ces questions. Encore une fois, n'hésitez pas si dans les commentaires vous en avez d'autres. Il y en a sans doute d'autres. Où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur le Capsolar? Chez Capsolar. Capsolar. Vous écrivez sur Google, vous trouvez notre site, vous trouvez notre adresse, vous trouvez notre adresse courriel. Excellent. Si vous êtes intéressant d'en apprendre plus ou si vous voulez acheter des panneaux solaires, on est toujours là. À Montréal, 9200 rue Meyer. Exactement. Ceux qui voudraient venir visiter. Un grand merci, Samy. Merci à tous, comme d'habitude, pour votre fidélité. Pour ce dernier épisode, avant-dernier épisode. Le dernier va arriver d'ici un mois. On vous réserve une surprise, donc ne ratez pas ça. Merci, Samy. Merci à toi. Et à bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci.